Bonjour à tous. Alors, désolé pour le petit contretemps, parfois des petits problèmes techniques de mon côté. Merci d'être présent. On voit personne. Personne est assez courageux ce matin pour mettre leur caméra. Aura, Marie-Josée, Rim. Hello, Aura, merci. C'est toujours plus agréable de vous voir. Natalia, Marie-Josée, merci. Bon, iPhone 79. Bonjour Marie, iPhone 79, bonjour. Donc, on va commencer parce que ça fait déjà quelques minutes que vous attendez. Merci pour votre patience. Les gens rentreront au fur et à mesure. Donc, je suis accompagnée, comme vous le voyez, de Maître Geneviève Barbe, notaire, qui a été assez généreuse pour venir partager avec nous présentation sur la copropriété indivise. Je vais lui céder la parole dès maintenant. Juste vous rappeler que vos micros sont coupés pour juste la présentation, pour éviter qu'on entende les conversations, les appels téléphoniques, les choses comme ça. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, mais on vous demandera de les poser à la fin. Prenez-les en note. N'hésitez pas. Mais donc, voilà, je vous cède la parole, Maître Barbe. Bonjour à tous. Donc, avant même de débuter, avant même de présenter, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup de qualités, sauf en informatique. Donc, vous pourrez noter que je n'ai pas été en mesure de changer le nom apparaissant sur Zoom. Je suis bien Geneviève Barbe, notaire, spécialiste en copropriété. Par ailleurs aussi, pour le PowerPoint, je voulais quand même vous mettre un certain support visuel, mais il sera très simple comme support. Donc, tout d'abord, je tiens à m'excuser par rapport à ceci. Mais sinon, je vous rassure, je vais m'arranger pour qu'au niveau de la copropriété, ce soit bien intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis Geneviève Barbe. Ça fait maintenant 17 ans que j'exerce ce métier, que personnellement, je trouve très passionnant, surtout au niveau de la copropriété, parce que j'ai beaucoup de défis, donc quelque chose que j'aime bien. Puis d'ailleurs, j'ai, moi, débuté mon parcours au sein du bureau du notaire Gail Simon, qui est une notaire pionnière, surtout en indivision. Elle a pratiqué pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu l'occasion de faire mon stage, de travailler comme notaire au sein de son étude et j'ai acquis son bureau en 2015. Et là, maintenant, depuis, elle a pris sa retraite, mais notre bureau a continué de se spécialiser dans cette matière-ci, que ce soit la copropriété divise ou l'indivision, puis on fait les ventes justement reliées. Donc, on est vraiment spécialisé en immobilier et particulièrement en copropriété. Donc aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé, c'était de discuter avec vous, de vous exposer la copropriété indivise. Puis pour le faire, pour pouvoir l'examiner, on va tout d'abord faire un comparatif avec la copropriété divise. Parce que souvent, je trouve que pour bien comprendre l'indivision et ses particularités, il faut voir un peu ce qui la diffère de la copropriété divise. Parfois, on peut mélanger un peu ces deux principes-là. Donc, c'est au moment où je vais vous mettre à l'écran mon fameux PowerPoint que je vais enlever là, par un moment pour pouvoir vous parler. Je préfère des fois qu'on puisse voir les visages plutôt que la simple page PowerPoint. Mais voici le document. Et voilà. Voici ce que c'était pour notre présentation. On dit qu'au niveau de la copropriété, c'est une forme juridique particulière qui est régie par le Code civil. Donc, dans les lignes directrices, elles sont reprises dans une déclaration de copropriété ou une convention d'indivision, dépendamment si c'est une copropriété divise ou indivise. Puis on notera que très peu d'articles qui seront prévus au Code civil en matière de copropriété indivise. Là, je vous rassure, je ne fais pas juste une citation du Code civil. Parfois, par contre, je vais vous émettre des commentaires sur quelques articles parce que je pense que ça peut être quand même très intéressant. Donc, si tout d'abord, on se penche sur la copropriété divise, on va voir que, contrairement à la copropriété par indivision, c'est régi en grande partie par le Code civil. Même qu'on va voir que les prévisions là, au niveau des articles du Code civil sont d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas changer les ententes, même si tous les copropriétaires sont en accord,
on ne peut pas aller à l'encontre de la loi, donc c'est d'ordre public. On va voir par conséquent que la copropriété divise sera beaucoup plus rigide puis beaucoup plus prévisible que la convention d'indivision, donc en matière de copropriété indivise. On a d'ailleurs eu une grande réforme en matière de copropriété, mais en matière de copropriété divise, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été apportées, mais un seul élément n'a touché la copropriété par indivision, et ça, on va y revenir là, dans un instant. Mais sinon, dans les grandes lignes, ce que je voulais vous exposer par rapport à la copropriété divise, la copropriété divise, c'est on a des lots distincts. On va avoir un copropriétaire qui va être propriétaire de son lot, donc de sa partie privative, son appartement, et aura ensuite des droits dans les parties communes à concurrence de ses parts qu'il a dans l'immeuble. Aussi, ce qu'on va voir, la grande différence entre les deux types de propriété, c'est qu'en copropriété divise, parce que j'ai mon propre numéro de lot, j'aurai à ce moment-là mon propre compte de taxe scolaire municipale. Donc, pas de responsabilité des autres avec les autres copropriétaires, c'est chacun son propre compte. On va noter aussi qu'on pourra se financer à l'institution financière de son choix. Il n'y a pas de restriction. Je pourrais avoir une mise de fonds qui va varier entre 5 à 10 même plus si je le peux, mais principalement, ça sera possible selon le montant d'achat. Donc, il y a toujours certaines particularités. Mais je pourrais alors assurer mon prêt avec ce qu'on appelle le LASCHL, Genworth, donc d'autres types d'assurances de ce type-là. Donc, ce serait possible de le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir un 20 de mise de fonds. Il sera obligatoire que je contribue, quand je suis en copropriété divise, au fonds de prévoyance, au fonds d'auto-assurance. Donc, depuis la réforme de 2021 en copropriété, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés à la copropriété pour la rendre plus stricte, obligatoire. Et même, on va voir là, que ça va être renforcé au niveau des institutions financières quand ils accordent un prêt, d'assurer que tout est conforme. On va le voir aussi en matière d'assurance où les principaux assureurs, là, on va avoir certaines exigences. Je pourrais vous parler de ce sujet-là pendant 1 heure. Par contre, ce n'est pas l'objet de la présente présentation. C'est vraiment là, de se focusser sur la copropriété indivise, mais on va voir quand même qu'il va y avoir différents éléments qui vont s'entrecouper dans la copropriété divise-indivise, mais principalement, c'est de retenir qu'en divi, tout ça est prévu par la loi, c'est obligatoire. En indivision, hein, d'ailleurs, qu'est-ce que l'indivision? Je me suis dit, on va débuter avec ça. L'indivision, dans le fond, ça veut juste dire d'être propriétaire d'un bien avec une ou des personnes sans division matérielle en lots distincts. Je vous disais, la copropriété divise, on est propriétaire de notre lot, on a des droits dans les parties communes. Ici, quand je suis en indivision, c'est le fait de dire que je suis propriétaire avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, quand j'achète avec mon conjoint, on est en indivision. On est en indivision, mais on n'est pas dans une copropriété par indivision comme on va venir l'entendre ici, parce que le but du couple, c'est de partager le bien puis de l'occuper dans sa totalité. Quand on va parler ici, nous, de notre indivision, comme on l'entend, c'est de dire qu'on a une propriété qui est détenue par plusieurs propriétaires et pour lequel on souhaite venir se diviser certains usages. On souhaite venir gérer aussi les règles au niveau de notre copropriété. Donc, à ce moment-là, on va l'appeler la copropriété par indivision. Donc, souvent, on va l'appeler copropriété indivise, tout simplement. Donc, je serai propriétaire de l'immeuble à concurrence des parts que j'ai dans la propriété. Et avec ce pourcentage-là, cette quote-part-là, j'aurai un droit d'usage d'un appartement. Ça, c'est quand on se trouve dans une situation d'une convention d'indivision organisée. Donc, une convention d'indivision qui vient mettre tous les paramètres de notre droit les uns par rapport aux autres. Donc, c'est la convention d'indivision qui va venir préciser les codes-parts que chacun a dans la propriété, va venir aussi préciser les règles qui gouvernent leur possession, leur jouissance, l'entretien, l'administration et la gestion du bien en commun. Donc, la Convention va parfois également prévoir la création d'un droit de préemption en faveur des autres indivisaires. Vous allez voir qu'il y a des points que je vais revenir aussi un peu plus tard. Donc, l'autre élément qui va être propre à la Convention d'indivision, c'est qu'elle doit être publiée. Si on veut qu'elle soit opposable aux autres, mais c'est un document qui doit être inscrit au registre foncier.
Puis par ailleurs, si on respecte ces règles-là, ben, ça pourra nous donner la possibilité d'avoir des hypothèques séparées, donc des hypothèques pour lesquelles on n'est pas responsable les uns des autres. Donc, vraiment par rapport à une copropriété organisée à ce niveau-ci. Je vais revenir ensuite un peu plus sur la copropriété indivise, mais d'ailleurs, le Code civil, maintenant, depuis 1994, va prévoir qu'un indivisaire peut être propriétaire, donc avoir tous les droits et les obligations comme un propriétaire exclusif. On va lui donner la possibilité de pouvoir vendre son appartement, puis aussi la possibilité de venir l'hypothéquer pour lequel il sera seul responsable. Donc, le créancier, l'institution financière pourrait venir saisir uniquement son appartement s'il ne payait pas. Donc, ça, c'est une des possibilités qu'on a depuis 1994. On va voir aussi, par contre, par rapport à ça, l'importance de vérifier, quand on a un dossier en indivision, à quelle date la convention d'indivision a été signée. Parce que, comme je vous mentionnais, c'est depuis 1994 qu'on a ce droit-là de venir hypothéquer la propriété indépendamment un copropriétaire des autres. Donc, si notre convention a été signée avant 1994, mais ça ne permettait pas d'obtenir des hypothèques séparées. Donc, nécessairement, les copropriétaires étaient sous un régime où on avait une hypothèque commune, donc une responsabilité de tous les copropriétaires. Il reste quand même très peu de copropriétés avec des hypothèques communes, mais il en reste encore. Donc, ça appellerait à la vigilance pour s'assurer que la convention d'indivision que le client vous présente, qu'il a en ses mains, bien, qu'il porte pour une période après 1994. Donc, on va voir que pour l'indivision, c'est beaucoup plus souple, c'est moins structuré parce que, comme mentionné, contrairement à la copropriété divise, tout est conventionnel. Donc, c'est selon ce que vous avez convenu dans la convention d'indivision. Ce n'est pas par la loi, parce qu'il y a très, très peu d'articles. Le fameux article qu'on va connaître en indivision, c'est « Nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ». Encore là, on peut y remédier dans la convention, on peut décider autrement. Donc, juste pour vous donner une certaine idée, là, je vois qu'il y a une main levée. Peut-être, est-ce que vous voulez poser votre question maintenant? Mais je ne veux pas vous interrompre, j'avais une question, mais je ne sais pas si vous préférez garder ça pour la fin ou au fur et à À votre mesure. choix. Si c'est quelque chose qui vous interpelle puis que vous pensez que vous pourrez l'oublier, vous pouvez poser la question. Sinon, on pourrait aller à la fin, à votre choix. OK. Mais je pense que c'est pertinent parce que je voulais juste confirmer si j'ai bien compris, il n'y a pas une obligation légale d'avoir une déclaration d'indivision comme dans la copropriété divise? Ah, c'est pas la même chose. Puis justement, ça aborde la question exactement où j'étais rendue. Donc, c'est une très bonne entrée à la matière parce que c'est pas légal, c'est conventionnel. C'est quelque chose qui est créé, comme je dis, dès que je suis propriétaire avec mon conjoint, je suis en indivision. Mais le but, c'est de dire qu'on va être propriétaire avec d'autres personnes, puis on va venir minimiser les impacts. Puis notre but, c'est de se diviser l'usage du bien comme si on était en copropriété. Mais ce n'est pas par la loi. C'est conventionnel selon ce qu'on aura entendu. Mais ceci dit, il y avait un beau bémol à ce que je vous disais, parce que il y a juste deux institutions financières qui offrent des prêts en matière d'indivision. Donc, on va avoir la Banque nationale et le regroupement des caisses Desjardins. Ces deux institutions financières-là, elles vont émettre par contre des lignes directrices par rapport à ce qu'on doit retrouver dans la convention d'indivision, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, quand même, il y a quand même un cadre, donc même si ce n'est pas un cadre légal, c'est un cadre conventionnel pour lequel, par contre, il y aura des règles qui vont être édictées par chacune des institutions financières. Est-ce que ça répond à votre question? En fait, aussi, si une convention d'indivision est rédigée et publiée après 1994, si je comprends bien, il n'y a pas de mention nécessaire qui permet les hypothèques séparées. C'est par défaut parce que c'est à cause de l'année ou il faut y avoir une mention? Dans la convention, il faut, ça va faire partie des critères. Pour pouvoir avoir une hypothèque séparée, il faut qu'on rentre dans l'une des cases de l'institution financière. Par contre, c'est qu'avant 1994, d'office, on ne pouvait pas avoir des hypothèques séparées, donc nécessairement la Convention ne le prévoit pas. Après 1994, la plupart des conventions vont prévoir des clauses pour les hypothèques séparées.
C'est sûr que ça va aller aussi un peu avec une des recommandations que j'avais à la fin. Pour vous, à titre de courtier, est-ce que vous êtes supposé tout savoir ce qui est correct au niveau d'une convention qui ne l'est pas? Est-ce qu'elle est encore valide ou elle ne l'est pas? Donc, ça, à mon avis, c'est que ça pourrait être intéressant de travailler en collaboration, puis peut-être que le client ait cherché l'avis du notaire, un notaire accrédité en indivision, pour vérifier si sa convention, mais elle est encore valide. Donc, au niveau des deux institutions financières, on va voir que chacune d'elles aura des modalités un peu différentes. En bout de ligne, ça se ressemble quand même là, dans les grandes lignes, mais il y a quand même des points qui vont venir les distinguer l'une et l'autre. Dans chacun des cas, on va prévoir la possibilité d'avoir des hypothèques séparées, mais si, exemple, pour la Banque nationale va aussi avoir ce qu'on appelle une hypothèque parapluie. Donc, elle va venir justement s'assurer d'avoir l'exclusivité du financement en l'inscrivant dans sa convention. Donc, ça crée une obligation, même pour un copropriétaire qui n'aurait pas d'hypothèque, de ne pas pouvoir aller se financer ailleurs. Donc, que s'il veut se financer, ce n'est qu'avec la Banque nationale. Contrairement à la Banque nationale, Desjardins ne fonctionne pas pareil. Il n'y a pas d'hypothèque parapluie qui est créée dans la convention. Et là même, on va avoir certaines autres difficultés quand on va parler de Desjardins. Pourquoi? Parce que chacune des succursales, chacune des caisses est indépendante. Donc, peut avoir ses propres règles propres à elle. La plupart du temps, ce qu'on va retrouver pour Desjardins, c'est dans la convention seulement l'obligation d'aller chercher du financement auprès d'elle. Autrefois, on marquait le nom exact de la caisse. Par la suite, il y avait une recommandation de la Fédération des caisses où on ne devait plus écrire, il demandait aux institutions de ne plus écrire que c'était obligatoire avec telle succursale. Et là, on va voir qu'en ce moment, ça va varier dépendamment de la succursale, où parfois on va l'écrire, parfois on ne l'écrira pas. Donc, ce sera la difficulté que vous aurez quand vous aurez un dossier d'indivision. Mais la première des choses, ça va déterminer pour votre acheteur auprès de quelle institution financière il doit aller obtenir son emprunt. Quand c'est Banque nationale, la convention, elle est différente et il va être écrit que c'est Banque nationale à l'intérieur même du document, ce que vous retrouveriez aussi normalement avec Desjardins, mais un peu plus loin là, dans la convention. Au niveau de Banque nationale, c'est centralisé avec leur département juridique. Donc, les acheteurs peuvent aller à n'importe quelle succursale. Tout ça revient au même. Là. Donc, il n'y a pas de problématique qui va être liée à ça. Quand on est avec Desjardins, la fédération n'oblige pas à ce qu'il y ait seulement une caisse qui soit sur un projet, exemple sur un immeuble. Par contre, à l'interne, c'est ce qui s'effectue. Chacune des caisses ne voudra pas financer un prêt si une autre caisse est également sur la propriété. Je dis ça parce qu'il va y avoir quand même des cas d'exception où parfois ils vont pouvoir accepter. Et si on était dans une telle situation, il faudrait vraiment avoir l'autorisation des deux directeurs des caisses pour l'autoriser. Donc, pour reprendre, Banque nationale, bon, c'est n'importe quelle succursale. Desjardins, c'est vraiment la succursale qui est au dossier. Pas besoin à ce moment-ci de préciser davantage qu'on ne pourrait pas retrouver Banque nationale et Desjardins sur le même immeuble. Elles ne cohabiteront pas. Elles n'ont d'ailleurs pas les mêmes projets, comme je vous mentionnais, puis n'auront pas non plus la même méthode au niveau de leur convention d'indivision. J'allais l'aborder un peu plus tard, mais je vais peut-être juste en glisser quand même un mot. Exemple, Banque nationale, pour établir ses codes-parts, mais ça va être basé sur des évaluations. Pour Desjardins, ils veulent un mesurage. Donc, généralement, ça va être avec du pied carré de superficialité, pour lequel, par contre, on va prendre en compte ce qu'on appelle une valeur relative. Donc, si c'est un sous-sol, on viendrait diminuer sa valeur, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir là, au niveau des deux institutions financières. Quand c'est Banque nationale, ce n'est pas une problématique. Vous pouvez facilement voir si c'est la Banque nationale qui offre le financement sur la propriété. Si c'est Desjardins, je vous appellerai à la prudence à ce moment-ci, puis de vérifier, avec le vendeur, est-ce qu'il sait à quel endroit les financements seront pris, puis peut-être aussi de vérifier au niveau du registre foncier, de savoir où sont les autres hypothèques. Est-ce qu'ils sont tous au même endroit? C'est sûr que là, au niveau de votre ordre, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est sûr que moi, de mon côté,
je vous aurais suggéré aussi d'aller l'inscrire ça dans la déclaration du vendeur pour que votre acheteur sache exactement à quel endroit il devra aller se financer. Parce que ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation. Donc, il ne pourra pas sinon aller chercher du financement. Puis même si on voulait, exemple, de dire, ben non, moi, je ne veux pas aller avec une banque, j'ai mon ami qui va me prêter, il va mettre une hypothèque. Non, ce n'est pas possible. Puis même au niveau du Code civil, bien, on va à l'encontre de la Convention, puis il pourrait y avoir des problématiques avec la validité de cette hypothèque-là qui a été inscrite. Donc, quand même assez important à ce niveau-là. Juste m'assurer que je vous ai tout dit. Oui. Pour l'indivision, contrairement à la copropriété divise où on pourrait financer à concurrence de 90-95 %, en indivision, c'est un minimum requis de 20 % de mise de fonds. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller chercher au-delà du 80 % de financement possible. Le prêt n'est pas assurable avec la SCHL, Genworth ou les autres compagnies d'assurance. Donc, le 20 % est obligatoire en matière d'indivision. Parfois, l'indivision ne sera pas déjà établie. Donc, vous aurez peut-être un mandat, puis dans le mandat, c'est d'établir une convention d'indivision parce que, je dis à titre d'exemple, on a un duplex, on avait le propriétaire qui occupait le rez-de-chaussée, puis là, soudainement, son locataire quitte au deuxième et n'en profite pour vendre la propriété. Ça peut être cette situation-ci, ou encore, il occupe le rez-de-chaussée, le deuxième quitte, veut en profiter pour ne pas relouer, mais plutôt établir une copropriété indivise pour partager les coûts dans le futur là, avec le prochain propriétaire. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que je n'irai pas dans les dans tous les détails parce que ça peut quand même être assez complexe, mais ce qui est surtout à retenir, c'est de dire que si on a un tel projet, il faut que le client ait consulté le notaire dès le début du processus. Pourquoi? Parce que ça peut être important de savoir, au moment où vous allez le mettre en vente, qu'est-ce qui sera vendu avec l'appartement? Est-ce qu'on va accorder l'usage de la cour, d'un espace qui peut servir à des fins de stationnement? Est-ce que le sous-sol, on va le diviser avec un espace de rangement? Même aussi, comment on va payer? Parce qu'en tout est conventionnel, il n'y a pas une seule règle. Est-ce que les fenêtres seront une charge commune si on avait à faire le remplacement ou ça va être à chacun des copropriétaires de l'assumer? Donc, étant donné qu'il y a plusieurs possibilités, tout comme on peut avoir plusieurs types de personnes différentes, ça serait bien important de consulter le notaire dès le départ, surtout qu'il peut y avoir des délais pour rédiger la convention puis obtenir tous les documents qui sont requis pour le faire. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, Banque nationale, il faudrait obtenir les évaluations de leur évaluateur, donc c'est la Banque nationale qui ferait la demande. Donc, on doit obtenir ces évaluations-là pour établir nos codes-parts. Pour la convention avec Desjardins, on va vous demander d'avoir un certificat de localisation qui porte sur l'immeuble, mais qui va aussi comporter le mesurage intérieur des unités pour qu'on puisse établir nos codes-parts. Généralement, donc, quand c'est une nouvelle convention d'indivision, mais la convention va se signer avec le nouvel acquéreur le jour du rendez-vous, au moment de l'achat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas signer en indivision avec soi-même. Le but dans l'indivision, c'est de dire d'être propriétaire avec quelqu'un d'autre. Donc, je ne pourrais pas moi-même signer une convention d'indivision. Donc, nécessairement, ce sera avec mon nouvel acquéreur. Donc, c'est certain qu'il faut que toutes les règles de la convention aient été établies par avance. Il faut que les projets aient été acceptés par chacune des parties pour qu'on puisse finaliser le tout. Dans le processus d'établissement de la nouvelle copropriété, on va donc aussi établir des codes-parts. Il se peut donc, par conséquent, que vous n'ayez pas les codes-parts au moment de la mise en vente parce qu'on peut avoir eu la consultation, avoir établi avec le notaire tous les éléments qui vont se trouver dans la convention, mais ne pas avoir nos codes-parts pour le moment. Pourquoi? Parce que, à titre d'exemple, Banque nationale, en temps normal, il y a des mesures exceptionnelles, mais en temps normal, ne commandera pas les évaluations avant que vous ayez l'acheteur déjà. Donc, c'est un processus qui s'établit uniquement quand l'acheteur a fait son offre, accepté, la banque l'a approuvé, va envoyer les évaluateurs et c'est là que la banque ensuite enverra au notaire les évaluations pour qu'il puisse y avoir le calcul des codes-parts. Leur département juridique est impliqué. Donc, une fois que les parties vont avoir approuvé, le notaire va devoir envoyer aussi à la banque, au département juridique pour leur approbation, puis leur signature. Donc, il y a quand même un certain délai qui est à entrevoir.
Pour être confortable, je vous dirais que ça prend quand même un délai d'environ 2 mois si vous voulez être certain que tout est correct, du moment où vous avez débuté jusqu'à la fin. Ceci dit, pour Desjardins, ça pourrait, le 2 mois ici étant dépendamment de l'évaluation, ça dépend toujours à quel moment on se trouve dans l'année. Parfois, on est un peu plus occupé, comme en ce moment. Avec Desjardins, c'est le certificat localisation. Donc, vous pourrez avoir les codes-parts peut-être un peu plus rapidement si le certificat localisation était disponible, à moins que l'arpenteur ait des délais, puis que là, il y a un certain retard là, pour ce mesurage d'unité-là. Donc, on va avoir le notaire qui aura son délai pour préparer la convention, soit l'arpenteur, soit l'évaluateur pour pouvoir émettre les documents requis pour pouvoir procéder à l'établissement de ces codes-parts-ci. Normalement, c'est le notaire qui va les établir pour s'assurer qu'on suit les règles de l'institution financière, mais pourra discuter aussi avec les clients, puisque les clients, normalement, c'est eux qui auront la bonne connaissance de leur propriété pour assurer qu'on a pris les bons critères. La plupart du temps, dans les divisions, on va quand même appliquer des critères qui sont similaires à la copropriété divise pour en prendre compte. Je vous avais tout à l'heure laissé présager que la réforme de la copropriété n'avait pas du tout touché l'indivision, sauf pour un élément. Et il n'est quand même pas petit, parce que dans le Code civil, avant la réforme, on prévoyait que quand c'était des unités de 10 logements et plus, si on avait un constructeur ou un promoteur ou quelqu'un qui avait contribué dans la construction, là, on dit bâti ou à bâtir, on doit fournir on doit signer un contrat préliminaire avec une clause qu'on appelle de dédit. Une clause de dédit, c'est de dire que l'acheteur a 10 jours pour se retirer de son offre une fois qu'il a eu toutes les informations, dont la note d'information. Donc, autrefois, c'était pour 10 logements et plus. En indivision, la plupart du temps, c'est voué à des plus petites copropriétés. Donc, souvent, on va retrouver du 8 logements et moins. On va plutôt du duplex, triplex, quatreplex, mais on peut aller jusqu'à 6 ou 8 logements. Donc, autrefois, ça ne s'appliquait presque jamais à la copropriété indivise. Dans la modification, eh bien, le législateur a enlevé le nombre d'unités. Donc, dès qu'on a un duplex, bâti ou à bâtir, pour lequel c'est un promoteur ou un contracteur qui le vend, on doit signer un contrat préliminaire qui va venir inclure une clause de dédit et on doit aussi donner une note d'information. Et là, la note d'information, c'est précisé dans le Code civil où on va devoir déclarer tous les gens qui ont participé au projet, aux travaux. On va devoir aussi divulguer comment sera utilisée la propriété. Est-ce que c'est du résidentiel, la location, pas de location? Savoir qu'est-ce que la personne achète. Il faut faire un descriptif de ce qui est acheté par l'acheteur avec un résumé du règlement, soit de la copropriété divise ou de l'indivision. Ça a un bon impact parce que c'est sûr que moi, a priori, quand j'ai vu cette modification-ci, je trouvais que ça n'avait aucunement d'applicabilité en me disant, mais je comprends, en copropriété divise, on peut acheter sur plan, la déclaration, on n'y participe même pas, c'est publié sans la signature de l'acheteur parce que, contrairement à l'indivision, une déclaration peut être signée par une personne, le déclarant. Donc, quand je suis en indivision, nécessairement, je vais avoir participé au moment de mon achat, puis je vais même signer la convention. Donc, je trouvais dur d'obliger cet élément additionnel-là. Par contre, comme on va le voir un peu plus tard, la conséquence pouvant être très sévère, vaut mieux procéder à ce moment-ci conformément au Code civil, puis d'obtenir les documents requis. Donc, c'est aux articles, j'ai sorti certains articles, c'est là où je vous dis, je vous en nomme quelques-uns, mais ce n'est pas comme ça le tout au long. On va parler on dit que lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le constructeur de l'immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui l'acquiert pour l'occuper elle-même, elle doit, que cette vente comporte ou non le transfert de l'acquéreur des droits du vendeur sur le sol, être précédée d'un contrat préliminaire par lequel une personne promet d'acheter l'immeuble. Donc, elle doit contenir une stipulation pour laquelle le prometteur acheteur peut, dans les 10 jours de l'acte, se dédire de la promesse. On dit, lorsqu'une note d'information doit être remise, le contrat préliminaire doit également contenir une stipulation pour laquelle le prometteur acheteur peut, si le vendeur fait défaut de lui remettre cette note lors de la signature de ce contrat, se dédire de la promesse tant qu'il n'a pas reçu cette note ou dans les 10 jours de sa réception.
Et là, c'est par rapport à cet article-ci, 1787, qui fait en sorte qu'on a besoin d'avoir une note d'information pour notre cas. Parce qu'on dit, lorsque la vente porte sur une fraction de copropriété indivise ou sur une part indivise d'un immeuble à usage d'habitation, le vendeur doit remettre à l'acheteur, en même temps que la signature du contrat préliminaire, une note d'information. Donc, on n'a pas le choix. Ça, c'est après, c'est ça. La conséquence, il peut se retirer d'un achat. Il pourrait même demander une diminution des intérêts qu'il juge. Bon, est-ce qu'il aurait vraiment gain de cause si on dit qu'il a participé au processus, il savait le tout? Je ne pense pas que ça vaut la peine de prendre la chance ici. Donc, c'est d'avoir la note d'information, de demander au vendeur d'aller se faire aider par son avocat, son notaire, pour procéder à la préparation de ces documents-là. L'autre point que je voulais vous soulever, ça vient de m'échapper. Oui, qu'est-ce qu'un promoteur contracteur? Des fois, la ligne, elle est mince. Je vous dirais que ce n'est pas à vous de déterminer s'il rentre dans les catégories de promoteur ou de contracteur. Donc, ça va être de se référer au notaire pour qu'il puisse y avoir une discussion puis voir ce qu'il en est. Aussitôt que le notaire a de l'hésitation, normalement, il va exiger les documents. Pourquoi? Bien parce que les documents, ce n'est que de l'explication si on s'en fie à ça. Dans le fond, c'est d'expliquer les choses. Oui, ça fait un peu plus de travail, mais en bout de ligne, ça vient sécuriser une transaction. On peut même aussi penser que l'institution financière qui vient faire le prêt à l'acheteur ne le fait pas dans l'éventualité où ça pourrait être annulé, donc pourrait aussi l'exiger à ce moment-là. Je ne vous cacherai pas que c'est quelque chose qui a passé quand même un peu en douce, du sens où même dans le monde notarial, on peut voir que ce n'est pas quelque chose qui est encore bien en application. On voit que certains notaires vont le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est encore répandu à ce niveau-ci. De ne pas hésiter que si vous avez un questionnement, de questionner le notaire à savoir est-ce que mon vendeur est un promoteur qui serait visé par rapport à l'obligation de fournir une note d'information puis tous les détails là, qui vont avec la propriété. Donc, pour poursuivre, je vais voir ici où j'en étais avec ça. Ça va. Les particularités de la copropriété par indivision. Je vous ai mis ça dans les grandes lignes, je voulais quand même en discuter avec vous parce qu'il y a quand même plusieurs points qui vont être propres à l'indivision. Tout d'abord, c'est la location. Les deux institutions financières ne permettront pas aux copropriétaires de louer. C'est inscrit dans la convention, ça va être écrit un peu différemment selon l'institution financière. Desjardins va dire que l'indivisaire ne pourra pas louer son logement sans le consentement du créancier de l'indivisaire concerné et des autres copropriétaires. Donc ça, c'est Desjardins. Pour Banque nationale, il dit qu'il ne pourra pas louer sans avoir l'approbation de l'Assemblée des copropriétaires, mais lesquels ne pourront pas refuser, par contre, sans raison valable. Et précise que, advenant qu'un copropriétaire, qu'un indivisaire a une hypothèque, il ne pourra pas louer. Donc, dans les deux cas, on voit que le souhait, c'est qu'il n'y a pas de location. Quand même, une des raisons importantes, c'est qu'advenant la location, le Code civil prévoit qu'on ne peut pas reprendre le logement aussitôt que je suis propriétaire avec quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Donc, j'achète en copropriété indivise. Nécessairement, je suis avec d'autres gens qui ne sont pas mon conjoint. Je n'ai plus le droit de reprise, même si c'est pour moi-même réintégrer mon appartement ou y loger une personne à ma charge. Ça peut avoir une grande conséquence. Ça peut diminuer un pourcentage, une valeur de revente. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le créancier ne permettra pas la location. On peut penser que c'est toujours la même chose, mais pour Desjardins, comme je mentionnais, ça, c'est la clause que je vous ai nommée, qui est la clause générale donnée par la Fédération des caisses. C'est normalement la clause que vous allez retrouver, mais vous appelez encore une fois à la prudence, c'est conventionnel. Une succursale, une des caisses, pourrait décider de restreindre davantage le droit. Donc, certaines caisses pourraient dire qu'il est strictement interdit de louer un logement.
Puis quand on parle de location, on ne fera pas de différence si c'est de la location court terme, long terme, peu importe. Donc, elle interdit toute forme de location. Oui, est-ce que vous voulez vous poser votre question maintenant? Oui, si ça vous dérange Non, ça pas. ne me dérange pas. Je pense que quand c'est sur le sujet, c'est pertinent parce qu'on peut développer les informations que vous avez fournies. Donc, en fait, j'ai une inscription exclusive en ce moment Indivise pour laquelle on doit refaire notre certificat de localisation parce qu'il y a eu du pavé uni dans la cour puis la clôture a été réinstallée. J'ai fait plusieurs ventes dans cet immeuble en 2018-2019, puis le certificat de localisation était pour l'immeuble. Le financement est avec Desjardins. Donc là, ça me surprend un petit peu parce que je suis en train de faire des soumissions pour un nouveau certificat, puis peut-être qu'on doit faire quelque chose de différent que dans le passé avec des mesures intérieures. On va pouvoir voir effectivement si c'est un des prérequis, on va pouvoir regarder ça dans un petit instant. Okay. Je vais juste... Est-ce que c'est récent que c'est une obligation avec Desjardins? Non, c'est ça, mais je vais vous l'exposer dans un instant, mais je vais juste clore un point pour la location, puis je vais être rendue au point du certificat de localisation. En fait, ce que je voulais vous dire, encore une fois, c'est une suggestion. Il pourrait être bien intéressant, même si c'est dans la convention, de venir mettre une déclaration du vendeur à l'effet que l'acheteur ne pourra pas louer, puis on pourrait reprendre les termes qui sont inscrits dans la convention d'indivision. Parce que toujours les points importants, puis on va les récapituler ensuite. En indivision, il n'y en a pas tant que ça, mais on l'a dit, on avait le créancier tout d'abord qui était l'une des premières exigences. On va avoir aussi la mise de fonds de 20 requise, puis on aura la non-location. Ensuite, pour le certificat de localisation, on voit qu'il y a différentes exigences au niveau des créanciers concernant le certificat. Quand je suis avec la Banque nationale, je vais commencer avec lui parce que c'est le plus simple. Banque nationale, ils exigent d'avoir seulement un certificat qui porte sur l'ensemble de la copropriété. Puis nous, souvent, dans notre jargon, à nous, on va dire un certificat global. Ça n'existe pas pour les arpenteurs. C'est vraiment les notaires, nous, on semble dire ça, mais c'est vraiment donc un certificat qui porte sur l'immeuble en tant que tel. Banque nationale n'aura même pas d'exigence par rapport au nombre d'années. Généralement, on va juste exiger à ce que ce soit encore à jour et conforme. Je vais apporter un bémol. Selon les offres d'achat, c'est quand même inscrit que ça doit être conforme. Il doit décrire aussi actuellement par rapport à la réglementation et autres. Et il y a eu de la documentation qui a été émise par l'OACQ, mais aussi par la Chambre des notaires, à l'effet qu'un certificat est bon et valide pour 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas venir examiner s'il y a eu de la prescription par occupation. On ne pourra pas non plus voir s'il y a eu de la modification au niveau de la réglementation parce qu'on s'entend, sûrement pour d'autres endroits, je pratique à Montréal, hein, donc c'est sûr que je vais avoir un peu plus de références pour Montréal, mais on va voir que la réglementation peut changer fréquemment et puis il va falloir faire des liens avec les anciennes réglementations et la nouvelle. Pour Desjardins, la Fédération en ce moment mentionne qu'il nous faut un certificat de localisation qui porte sur l'immeuble, donc le global que je vous mentionnais tout à l'heure, mais doit aussi inclure le mesurage intérieur des logements. Donc, un certificat de localisation par appartement. Ça, c'est la recommandation qui est donnée par la Fédération des caisses. Mais chaque caisse peut décider elle-même de sa gestion du risque. On pourrait avoir une succursale qui ne demande pas le mesurage intérieur. On pourrait avoir une succursale qui va être un peu plus exigeante, qui va demander d'avoir l'immeuble et tous les mesurages intérieurs de tous les logements. Puis on pourrait avoir une caisse qui va demander juste l'immeuble et l'unité intérieure vendue. C'est vraiment propre à chacune des caisses. La difficulté, puis justement, je vais le devancer, puis je vais venir le mettre tout de suite parce que je pense qu'effectivement, ça va être intéressant d'aborder. J'allais l'aborder à la fin de la conférence où je vais parler des problématiques rencontrées. On va rencontrer sur le terrain beaucoup de problématiques par rapport au certificat de localisation en matière d'indivision avec Desjardins. Parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes exigences. Puis il y a eu une période où certaines succursales n'exigeaient pas d'avoir les mesurages intérieurs. Et là, ça a changé avec le temps. Demande d'obtenir dorénavant des mesurages. Donc, c'est de vérifier avec la succursale elle-même quelle est son exigence. Si on parle au conseiller, le conseiller ne saura peut-être même pas l'information. Donc, en temps normal, ça va aller directement avec le directeur pour savoir qu'est-ce qui est exigé.
pouvez toujours, si vous savez quel notaire va faire la transaction, le solliciter par avance pour que le notaire puisse prendre contact et d'assurer que le bon document, le bon certificat de localisation sera émis. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que quand on est en copropriété divise, on a l'obligation seulement de fournir le mesurage de la fraction. Parce que c'est le syndicat qui a la responsabilité par rapport à l'immeuble. Mais en indivision, c'est chacun des indivisaires qui doit donner à son acheteur son propre certificat. Donc, ça va être important de bien déterminer avec l'institution financière qu'est-ce qui est requis ici. On ne peut pas non plus avoir, si on a un certificat de localisation qui a été préparé pour le 281, on ne pourra pas l'utiliser pour la vente du 283. Si le certificat est fait spécifiquement pour une unité, c'est qu'il n'est pas utilisable pour les autres. Comme j'allais aborder un peu plus tard, moi, je pense qu'il peut toujours être une bonne pratique pour la copropriété de dire, mais puisqu'on a à le refaire, puis c'est bon pour 10 ans, vaut mieux qu'ils le fassent faire tous ensemble, qu'on ait à la mesure la plus stricte, on fait l'immeuble et le mesurage de toutes les unités, puis on se partage le coût, ce qui est beaucoup plus intéressant, avantageux, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis on n'a aucune façon, parce que ce n'est pas légal, c'est conventionnel, on n'a aucune façon de forcer les copropriétaires à venir collaborer avec nous, puis à forcer le paiement de l'émission d'un nouveau certificat de localisation. Donc ça, c'est par ailleurs des problématiques qu'on va retrouver dans la pratique là, au niveau de l'indivision. On essaie de vérifier parce que, comme je vous dis, c'est sûr qu'à force de travailler dans une région, on va commencer à connaître ce qui est exigé par une institution financière ou l'autre. Donc, dans les cas où le certificat n'est pas tout à fait conforme, on va avoir 3 façons de le traiter. Soit qu'on fait émettre complètement un nouveau certificat de localisation, puis là, je parle toujours pour Desjardins, hein. Donc un nouveau certificat de localisation qui va être émis avec dans le descriptif de l'immeuble, le mesurage de toutes les unités. On peut décider plutôt d'aller vers le directeur pour obtenir son accord pour fournir l'immeuble et l'unité vendue uniquement, ou encore d'aller solliciter le directeur pour lui demander s'il accepte le certificat de localisation qui a été fait pour l'immeuble en entier, mais qui ne comporte pas le mesurage des unités. Donc, quand on voit que c'est une des caisses qui, autrefois, n'exigeait pas d'avoir le mesurage, on va voir parfois qu'il va y avoir d'acceptation. Je ne sais pas si, exemple, ils l'ont refusé pour un autre copropriétaire. Je pense que nécessairement, ils vont refuser pour l'autre. Mais encore là, c'est vraiment de voir, c'est du cas par cas, puis de voir avec Desjardins, la succursale qui est au dossier. Est-ce que ça répond en même temps à votre question? C'est sûr aussi, pour éviter des fois des délais, parce qu'on le sait, les certificats de localisation, ça peut être long. Je dirais que c'est l'une des premières choses à valider puis à vérifier pour éviter qu'il y ait du stress qui s'accumule, puis aussi peut-être permettre aux copropriétaires de pouvoir négocier avec ces copropriétaires puis essayer d'obtenir un certificat qui sera fait pour tous. On a ensuite le droit de préemption. Là, j'apporterai votre attention à l'effet qu'on peut retrouver n'importe quel type de clause dans la convention d'indivision. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que c'est un droit de préemption avec un certain délai parce que tout est possible. On va voir des conventions d'indivision qui vont prévoir qu'on doit donner un préavis avant la mise en vente. On va voir parfois un délai de 7 jours après. Souvent, la clause typique qu'on va retrouver des jardins, par exemple, c'est un délai de 48 heures. On le met sur le marché, une fois qu'on a l'acheteur qui a été accepté, on va venir l'offrir aux autres copropriétaires pour les mêmes modalités, même prix. Il y aura le premier droit d'achat à ce moment-là. Mais ça, c'est ce qu'on voit généralement, mais ce n'est pas une obligation. Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est prévu dans la convention et c'est quel droit qui va s'appliquer. Advenant, on peut aussi renoncer au droit de préemption. On pourrait dire qu'on n'en a pas. Je voudrais d'ailleurs, quand on est dans des propriétés de moins de 4 logements, généralement, on va avoir nos droits de préemption, mais aussitôt qu'on est dans du 4 logements et plus, souvent, on va complètement l'enlever. Ce n'est pas dit qu'on pourrait avoir une copropriété, un duplex ou un triplex où on n'a pas de clause de droit de préemption, que ça a été prévu dans la convention qu'on y renonçait. Ceci dit, il faut absolument, par contre, y avoir renoncé dans la convention. Parce que si on n'y a pas renoncé, bien, ce sera le Code civil qui va s'appliquer avec ce qu'on appelle le droit de retrait. Bon.
on a un copropriétaire pourrait venir racheter un acheteur qui s'est porté acquéreur d'une unité si c'était un droit de retrait qui s'appliquait. Donc, il a 60 jours pour faire écarter le nouvel acheteur. Bien entendu, on ne pourrait pas laisser ça passer, donc il faudrait qu'on vienne déjà obtenir les accords, mais c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui s'applique là à la présente convention. Encore une fois, est-ce que c'est à vous de savoir exactement ce que c'est ou c'est au client d'aller chercher l'information auprès de son conseiller juridique, à savoir c'est quoi l'applicabilité ici? Quand on parle d'un droit de préemption, quand on opte pour le droit de préemption, ça fait un droit au dommage et intérêt. En fait, c'est une obligation qui est créée envers le vendeur. Ce n'est pas un droit qui confère un droit de propriété, mais vraiment des dommages et intérêts que le vendeur pourrait avoir à payer si jamais il n'avait pas suivi la convention conformément. Bien sûr, au niveau du conseil, il faut quand même venir préciser au vendeur qu'il serait important pour lui de vérifier c'est quoi son obligation là, par rapport à la copropriété. Souvent, ça va être au niveau du notaire, quand vous allez arriver au notaire, mais ça va bloquer si on n'a pas eu des documents pour aller obtenir. Aussi, il faut faire attention à ce qui est inscrit dans le droit de refus. Si, exemple, on a un copropriétaire qui reçoit l'offre, puis il dit, ben moi, je n'entends pas acheter la propriété vendue au prix de 700 000. Si la convention ne prévoit pas un pourcentage de baisse de prix, ça veut dire qu'aussitôt que mon prix est plus bas, je dois réoffrir à mes copropriétaires qui pourront aussi ensuite l'acheter dans un premier temps. Les charges communes en indivision, elles sont prévues dans la convention d'indivision. Ce n'est pas par la loi, donc on va parfois avoir des copropriétés moins organisées pour lesquelles on n'aura pas de charges communes, mais parfois nous en aurons. Donc, ça va être de vérifier au niveau de la copropriété si le vendeur doit des sommes. C'est sûr que le notaire fera la demande, mais on peut voir que déjà en pratique, plusieurs courtiers vont faire la demande par avance à la copropriété pour assurer que notre vendeur n'ait pas des sommes dues aux autres copropriétaires. L'importance de ça, c'est que dans l'acte de vente, le notaire va venir prévoir ce qu'on appelle une clause de subrogation. La subrogation fait en sorte que le vendeur va transférer tous ses droits, toutes ses obligations qu'il avait là, dans la convention d'indivision pour, entre autres, maintenir les hypothèques entrecroisées qui étaient créées, puis son droit d'usage. Donc, ça fait en sorte qu'on transfère à l'acheteur aussi toutes les dettes qu'on pourrait avoir au niveau des charges communes. Nécessairement, le notaire devra faire la vérification pour assurer que le tout a été payé en entier. Généralement, le notaire va adresser la demande au gérant. Et là, parce que souvent, on va avoir une clause où on doit nommer un gérant dans la convention. Et s'il n'y a pas de gérant, c'est le copropriétaire qui, normalement, s'occupe davantage de cette gestion-là. Quand c'est le vendeur lui-même qui le fait, ça va être une exigence à ce que ça soit signé quand même par l'autre ou un autre copropriétaire, justement au niveau de la responsabilité. On va voir qu'en indivision, c'est souvent peu organisé. Par contre, un peu moins dramatique que lorsqu'on est en copropriété divise parce que, comme je le mentionnais, c'est par la loi quand on est en divis. Donc, il pourrait y avoir des bonnes conséquences si l'immeuble n'était pas bien organisé. On commence à avoir beaucoup plus de difficultés au niveau des institutions financières quand on n'a pas les fonds de prévoyance, les fonds d'auto-assurance et autres, ce qui n'est pas le cas encore en indivision, donc plus flexible. Juste avant celui-ci, par contre, je ne l'avais pas noté, je voulais quand même préciser deux autres éléments, le lieu, l'indivision. Normalement, on voit davantage ce type de propriété-là sur le territoire montréalais. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver davantage ici. Je pense peut-être aussi que c'était typiquement parce qu'on a un moratoire sur l'île de Montréal où on ne peut pas convertir d'immeubles en copropriété divise, sauf sur certaines restrictions. Donc, on va avoir des arrondissements où on ne pourrait pas faire la conversion si on n'est pas 100% propriétaire occupant. Pour d'autres, ils vont même plus se prononcer sur la conversion. Ça va dépendre du tribunal administratif du logement. Bref, je pense que c'est peut-être pour ça qu'historiquement, on va avoir davantage de copropriétés détenues en indivision, surtout aussi qu'on avait des immeubles à revenus. Donc, les gens qui ont souhaité vendre des unités depuis 1994, on peut chercher des hypothèques séparées. Donc, il y a eu un peu plus d'attrait peut-être pour ce type de propriété-là. Ça va être quand même, par contre, à mon avis, très intéressant l'indivision quand on est dans une petite copropriété
justement pour pouvoir bénéficier de la flexibilité qui est donnée, du sens où, avec la réforme, c'est assez cher d'avoir une copropriété divise pour un duplex ou un triplex parce qu'il n'y a pas de différence dans la gestion qui a été établie par le législateur, ce qu'on soit 50 logements ou un duplex. Donc, il va y avoir quand même un intérêt. On voit beaucoup d'intérêt pour ce type de propriété-là à Montréal. Je vais voir aussi ce type de détention-là près des centres de ski. Donc, on va voir quand c'est justement des endroits où on va avoir un peu plus de copropriété, où on veut se partager les frais, l'indivision va être présente. Mais sinon, mis à part ça, ce n'est pas un phénomène que vous allez trouver sur la rive sud de Montréal ou la rive nord de Montréal. On ne retrouvera pas de copropriété en indivision organisée comme ça. Pour le notaire, il va y avoir aussi des restrictions quand on est en indivision. Les deux institutions financières, à moins d'exception, vont normalement demander à ce que l'élaboration d'une nouvelle convention d'indivision ou les financements et les ventes subséquentes soient effectués avec un notaire accrédité. Donc, c'est un notaire qui se retrouve sur leur liste de notaires autorisés à transiger sur des propriétés par indivision. Pourquoi? Parce que c'est une grande spécialité en soi. Il faut que plusieurs éléments y soient pour que ce soit fait correctement puis que ça fonctionne et protéger comme ça les droits autant des copropriétaires que du créancier. Pour Desjardins puis Banque nationale, ils vont avoir des listes différentes. Ce n'est pas les mêmes notaires qui vont être nécessairement accrédités avec l'un ou avec l'autre. Pour Desjardins, des succursales, certains vont être beaucoup plus flexibles sur le notaire que vous pouvez aller voir, d'autres vont être beaucoup plus stricts. Pour Banque nationale, de ce que je peux voir, c'est que c'est toujours requis que ce soit un notaire accrédité. On a vu des situations où c'est au moment où le financement a été envoyé que ça n'a pas pu fonctionner parce que la banque a vu que le notaire n'était pas autorisé à procéder avec des transactions là, en matière de copropriété par indivision. Donc, ça peut être important d'assurer à ce moment-là que tout est fait là, en bonne et due forme. Pardon. Pour les problématiques qu'on va rencontrer principalement en pratique, mais il y avait la situation du certificat localisation qu'on a déjà abordé. On a aussi l'une des problématiques, la durée de la convention d'indivision. Quand je suis en copropriété divise, je fais toujours le parallèle parce que c'est quand même important. Quand je suis en copropriété divise, presque tout est prévu par la loi. Donc, la déclaration de copropriété n'aura pas de durée. Elle peut devenir, à un certain moment donné, désuète sur son écriture, mais elle va toujours être encore en application parce que les articles du Code civil qui auront été modifiés, qui sont d'ordre public, vont s'appliquer à la copropriété, que ce soit écrit dans la déclaration ou non. Donc, c'est juste une difficulté pour les copropriétaires d'assurer qu'ils ont toute l'information de la déclaration plus les modifications. Donc, il faut qu'ils se tiennent à jour par rapport à ça. Ça peut entraîner une difficulté supplémentaire, mais à la base, c'est valide. Quand on est en matière d'indivision, par la loi, on ne peut pas prévoir une convention qui aurait une durée supplémentaire au-delà de 30 ans. Notre convention va avoir 30 ans au maximum. Par contre, on va pouvoir prévoir un renouvellement de 30 ans, donc des renouvellements comme ça qui vont pouvoir s'opérer. L'autre difficulté qu'on va pouvoir voir au niveau de l'indivision, c'est que les règles, en fond, parfois changent. Les règles au niveau de l'institution financière ou l'état du droit. Étant donné que ce n'est pas par la loi que c'est conventionnel, il va y avoir des situations où on devra mettre la convention d'indivision à jour, que ce soit requis par le créancier, Banque nationale ou Desjardins. Dans ces cas-ci, c'est là où on va voir qu'il y a de la difficulté. Pourquoi? Parce que quand on vient à modifier une convention, parce que c'est exigé par le créancier, c'est une charge qui incombe à qui? Est-ce que c'est le vendeur qui va payer pour cette modification-là ou c'est l'acheteur parce que c'est dans le cadre de son propre financement? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt une charge de la copropriété parce que le futur copropriétaire qui va vendre aurait aussi eu besoin de cette modification-là? Ce n'est pas stipulé nulle part. Donc, souvent, ce que je voudrais, c'est que si vous voyez que vous avez une ancienne convention d'indivision, quelque chose qui n'est pas récent, peut-être d'effectuer la vérification avec le notaire pour savoir est-ce qu'elle répond encore à tous les critères qui sont donnés actuellement par l'institution financière. Et que si il y a des clauses qui ne correspondent pas,
de faire la demande au directeur pour voir s'il l'accepte ainsi ou s'ils exigent d'avoir une modification. Si vous le savez par avance, c'est que ça va permettre de le faire dans un cadre qui est un peu plus simple que le stress une semaine avant une transaction. Donc, c'est sûr que ça va permettre de pouvoir peut-être vérifier au vendeur avec ses copropriétaires pour la participation. Moi, a priori, je suis d'avis que ça devrait être une charge qui incombe à la copropriété parce que c'est le document légal qui régit la copropriété. On a juste un seul créancier qui peut financer le projet. Donc, que j'ai une hypothèque ou non, ça va quand même m'être imputable du sens où si je veux prendre un financement dans le futur ou si je le vends, mais je vais aussi être obligée par rapport à la convention d'indivision. Par contre, ceci dit, il n'y a quand même rien de clairement établi à ce niveau-là. Donc, c'est une problématique qu'on va rencontrer. Autant qu'on pouvait la rencontrer quand on voyait soudainement sur notre bureau une convention d'indivision qui était faite avant 1994, puis là, on s'aperçoit que non, la convention doit être entièrement refaite parce que c'est des hypothèques communes ou des conventions d'indivision pour lesquelles on sait qu'elles ont été faites dans les années 2000, début 2000. C'est certain que ces conventions-ci, pour la plupart, bien, normalement, elles commencent à devoir être modifiées puis mises à jour. Encore une fois, chacune des caisses va déterminer de sa gestion du risque. Donc, chacune des caisses déterminera si elle exige d'avoir une modification à la convention d'indivision ou non. Donc, c'était les points que je voulais voir avec vous. Là, je ne sais même pas combien de temps j'ai pris avec tout ça. J'ai parlé vite. Vous avez le temps, il n'y a pas de problème. On vous écoute Oui, c'est ça. Donc, très attentivement. C'est ce que je voulais voir avec vous. Je me suis dit, j'aurais pu aller encore plus dans d'autres détails. Là, après, je me suis dit, on va se perdre dans l'information. Donc, je souhaitais pouvoir vous donner du temps aussi pour pouvoir poser vos questions, que ce soit pour des cas spécifiques que vous avez ou par rapport aux éléments que moi j'ai abordés, que vous souhaiteriez avoir un peu plus de détails. Donc, je suis à votre disposition. J'ai une question. Juste pour confirmer, vous avez mentionné qu'on n'est pas responsable solidairement pour les hypothèques des autres, mais au niveau des taxes municipales et scolaires, ça reste une obligation mutuelle, n'est-ce pas? Oui, en fait, au niveau des taxes municipales et scolaires, par rapport au fait que je n'ai pas de lot distinct, que j'ai juste un numéro de lot, je n'ai qu'un seul compte de taxes municipales et scolaires, donc une responsabilité conjointe et solidaire de tous les copropriétaires. Si un copropriétaire ne paie pas, ça pourra entraîner le défaut des autres. Puis par rapport à ça, justement, quand on fait les hypothèques, on va toujours préciser aux acheteurs qu'ils n'ont aucune responsabilité par rapport à l'hypothèque de l'autre copropriétaire, mais si l'autre copropriétaire devenait en défaut au niveau de son hypothèque, entre autres parce qu'il n'a pas payé ses taxes, mais oui, ça va venir aussi les affecter. Donc, il faut s'assurer que les taxes soient payées à jour. Et c'est justement pour ça que généralement, dans la convention, on va prévoir la possibilité d'aller au tribunal des petites créances. Ça, c'est autant pour les assurances, j'imagine, d'immeubles? Oui, les assurances, encore une fois, ça va être des assurances au nom de tous les copropriétaires. Puis après, on va avoir les assurances personnelles à chacun des copropriétaires pour venir assurer leurs biens meubles, leurs responsabilités civiles. La plupart des conventions, on va quand même parler, par contre, qui doivent venir assurer leurs améliorations locatives. Par contre, je note qu'à l'heure actuelle, la plupart des assureurs ne donnent pas d'amélioration locative à l'intérieur des assurances des copropriétaires. Ce que je trouve un peu malheureux parce que je trouvais que c'était une bonne façon de venir assurer le surplus qu'on peut avoir dans notre unité, comme on l'aurait fait en copropriété directe. J'ai une question ici, s'il te plaît. Désolée, Madame Gondi. Non, Aura, est-ce que vous voulez terminer? On va y aller. C'est correct. Je vais poser une autre question par la suite. C'est correct. Merci. Je voulais juste préciser, pour ajouter à ce que vous disiez, Maître Barbe, parce que pour les améliorations locatives, de ce que moi j'ai su aussi, c'est que les assureurs, comme c'est une assurance locataire, en fait, qui doit être prise par les copropriétaires indivisaires, en indivis pour leurs propres affaires, c'est à cause de cela, enfin, à cause de cela. C'est qu'on a ça, fait bénéficier pendant une certaine période et j'aimais beaucoup ça. Je trouvais que c'était mieux assuré, mais on ne peut plus. Et voilà. Donc, je voulais juste ajouter cette précision-là que vous pourriez avoir comme information à titre de courtier, c'est de préciser à vos acheteurs, futurs acheteurs, qu'il faut qu'ils aient une assurance pour leurs biens, mais que c'est une assurance locataire.
Vous n'êtes pas courtier en assurance, mais en précisant cela, ça peut vous donner aussi un plus pour vos connaissances en indivision. Je Oui, clôt mon du moins, c'est que vous allez bien guider le client. Donc, tout à fait, merci, Mme Blondy. Bonne intervention. Madame Beliève. Oui, j'avais des questions, quelques questions à propos de charges communes, OK, dans les copropriétés indivises et à propos de rapport de dépréciation, OK, fonds de auto-assurance, fonds de prévoyance et tout ça. Comme je comprends, si je comprends bien, ça c'est comme par toute copropriété divise ou indivise, avec les nouvelles lois 16, 143, 101, il faut avoir les rapports de dépréciation, il faut avoir des fonds d'assurance. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas... Contingency fund study report. C'est que ce n'est pas applicable en matière de copropriété indivise. La réforme, mis à part la note d'information, ne touche pas l'indivision. Ça s'applique uniquement pour la copropriété divise. Donc, ça va être de se référer à la convention d'indivision, voir qu'est-ce qui est prévu. La plupart du temps, on va prévoir que les copropriétaires doivent constituer un fonds de prévoyance, mais on va voir des fois que, puisque c'est conventionnel, aucun d'eux ne le fera. On va voir d'autres fois d'autres qui sont un peu plus organisés où ils vont cumuler les sommes, puis dans tous les cas, il est prévu qu'un copropriétaire ne peut pas partir avec les sommes qu'il a investies dans le compte du fonds de prévoyance. Ça va appartenir à la copropriété. On va voir aussi des fois le fonds de réserve. Donc, de mettre les comptes des taxes municipales et scolaires, assurances. On peut les mettre aussi dans le compte pour procéder au paiement, mais ce n'est pas une obligation ni du créancier. Des fois, ce n'est pas non plus une obligation des copropriétaires. Donc, c'est selon ce que la Convention aura prévu, selon aussi la pratique de la copropriété. Donc, dans chacun des cas, on pourra avoir des situations différentes puisque ce sont eux qui détermineront c'est quoi leurs règles au niveau interne. Alors, ça n'applique pas. Les règles doivent avoir les rapports de 5 ans de fonds de depreciation report de chaque 5 ans. Ça n'applique pas à copropriété indivise. Non. Non, OK. Ça, c'est bien à comprendre. Et fonds auto-assurance, est-ce que c'est appliqué? Non. Uniquement pour la copropriété divise. Est-ce que je pense que ça peut être une bonne pratique pour l'indivision de recopier au maximum la copropriété divise? Oui. Et je pense que c'est vrai que c'est une bonne pratique peut-être d'avoir l'évaluation de l'immeuble pour assurer qu'on a assuré comptablement notre immeuble. Ça peut être intéressant aussi de s'assurer qu'on met le bon montant dans notre compte pour prévoir des éventuels travaux. Mais ceci dit, il n'y a pas d'obligation. Et mon dernière question à propos des charges communes, si un de copropriétaires ne participe pas et il ne donne pas l'argent de fonds de réserve, de fonds de prévoyance et refuse de payer, c'est quoi les recours contre ces propriétaires? Les recours seront les petites créances ou l'utilisation du mécanisme des hypothèques entrecroisées. Donc, dans la convention, si c'est avec Desjardins, on va avoir ce qu'on appelle les hypothèques entrecroisées. Et si on est avec la Banque nationale, ce sera ce qu'on appelle les hypothèques réciproques. Donc, c'est des garanties, des protections qu'on met d'un copropriétaire envers les autres. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un copropriétaire qui ne paye pas ses charges communes, les autres copropriétaires auront des recours comme offerts par le Code civil, donc pour prendre en paiement par une vente de gré à gré ou par la justice. Donc, ils auront une priorité de remboursement. La seule chose, c'est, conformément à la Convention d'indivision, ils vont avoir cédé ce qu'on appelle leur rang en faveur de l'institution financière. Donc, en indivision, c'est toujours l'institution financière qui se rembourserait les sommes dues en premier et ensuite les copropriétaires. Ceci dit, deux bémols, on aurait la ville qui viendrait, si on avait une vente pour taxe, qui aurait un premier remboursement, et des hypothèques légales, la construction également, là, qui aurait une préséance sur ces créanciers-là. Donc, il y a des recours qui sont donnés. Aussi, puisque le notaire doit vérifier auprès de la copropriété s'il y a des sommes qui sont dues, mais ça permet d'assurer que les sommes soient aussi payées là, à jour. Le notaire qui ferait la demande à la copropriété, puis on viendrait démontrer qu'il y a des sommes qui étaient dues par le vendeur, aura soit à payer, soit à conserver les sommes jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui ait été rendu entre les parties. Pourquoi? Pour protéger l'acheteur. Parce que comme je mentionnais,
par subrogation, l'acheteur va venir remplacer son vendeur dans tous les droits et les obligations de la convention. Donc, même si l'acheteur n'a pas signé la convention, c'est comme s'il l'avait signé parce que dans l'acte d'achat, tout va lui être transféré au niveau de ses obligations aussi. Donc, ça va être une obligation du notaire de faire ces vérifications-là. Est-ce que je peux poser une question à propos de copropriété divise, à propos de charges communes et trucs comme ça? À moi, du contraire, j'aurais préféré conserver pour l'indivision parce que la copropriété divise peut apporter beaucoup, beaucoup de discussions en soi. Oui, OK. Bon, merci. Merci. Donc, Alright. j'ai devant moi une convention d'indivision où les hypothèques entrecroisées sont jusqu'à une concurrence de 25 000. Est-ce que c'est un chiffre typique selon vous? On n'a pas de somme prévue. Banque nationale, c'est un système pour établir le montant des hypothèques réciproques. Pour Desjardins, c'est écrit nulle part, donc c'est le notaire au moment de la rédaction. Moi, je trouve 25 000 un peu bas. Personnellement, j'écris plutôt une somme de 100 000 mais encore là, est-ce que la convention est inapplicable pour autant? Non. Mais c'est sûr que ma recommandation, c'est si on avait à faire une modification de la convention, on la refait, je suggérerais au client de modifier. Ceci dit, ce n'est pas quelque chose qui fait en sorte qu'on doit modifier la convention. Si on pense quelles seraient les plus grosses dépenses à copropriété, c'est si on a, exemple, on fait du pieutage, les fondations. Donc, c'est d'assurer que la somme qui est payée par le copropriétaire soit garantie. Si la somme qui était due est au-delà de la somme garantie, il y a encore la dette du copropriétaire envers les autres, mais c'est juste que ce n'est pas garanti. Donc, c'est remboursé comme les autres créanciers. C'est sûr que je trouve un peu bas, mais il y a eu une période où c'était les montants qu'on retrouvait dans les conventions d'indivision. Ça fait du sens. Puis, quelles sont les implications si un indivisaire veut vendre sans garantie légale de qualité? Est-ce que ça se fait? Ben, il peut. Dans le fond, chaque copropriétaire aura sa propre responsabilité par rapport à ses acheteurs dans le pourcentage qu'il détient dans l'immeuble. Donc, si jamais il y avait un vice caché, mais généralement, on va se retourner contre notre propriétaire, puis l'autre propriétaire pourra se retourner contre l'ancien. Si on vend sans garantie, c'est que c'est l'acheteur qui l'a en sa possession qui sera responsable des dommages avec la copropriété. Donc, chaque propriétaire retournerait contre leur propre auteur, leur propre propriétaire, à l'exception de celui qui a acheté sans garantie légale de qualité. Donc, il n'y a pas d'exception pour l'indivise à ce niveau-là. OK. Puis, je pense que c'est la dernière question. J'apprécie beaucoup toute l'information sur ce sujet. On ne discute pas autant qu'on devrait, peut-être. Pour faire une conversion, comme si je voulais acheter un triplex puis me lancer dans le projet, est-ce que vous pouvez donner juste une idée des délais et du coût peut-être minimal, juste pour nous guider un petit peu dans quoi on pourrait se lancer? En indivision, donc pour établir une convention d'indivision? Oui, comme si on achète un 3 logements, puis on veut un immeuble, triplex, puis on veut que ça soit 3 unités distinctes, indivises. C'est certain que ça va beaucoup varier d'un notaire à l'autre au niveau des frais. Avec vous, alors. Vous pourrez en trouver qui sont moindres, d'autres peut-être plus. Je dirais que pour le triplex, nos honoraires, en tout et partout, ça pourrait aller jusqu'à 5 000 incluant les frais. À ça, il faudrait ajouter soit les frais du certificat de localisation particulier si on a besoin d'avoir le mesurage, ou les évaluations, là, si c'est avec des évaluations pour la Banque nationale. Les évaluations de reconstruction? Non, les évaluations de la Banque nationale pour établir leur code-part fait faire des évaluations. Ceci dit, par contre, en indivision, mis à part la convention et le certificat de localisation, il n'y a pas d'autres coûts qui entourent le processus. On n'a pas besoin de faire de demande à la ville. On n'a pas besoin de faire de demande au tribunal administratif du logement. On ne change pas le statut juridique de la propriété. Simplement qu'on va le posséder à plusieurs, puis qu'entre nous, on va venir établir une règle d'utilisation du bien. Donc, si je voulais habiter le triplex au complet comme ma maison à moi, je pourrais le faire et laisser les adresses. Mais si je voulais avoir juste une adresse puis faire une conversion de triplex en maison, là, je crois que la ville est impliquée parce que ça devient familial. Ça, là, ça va être une conversion différente. Là, vous allez faire une conversion quant au statut de la bâtisse. C'est un triplex, on veut le rendre en unifamilial, là, ce sera requis. Mais pour établir de l'indivision,
il n'y a pas d'exigence au niveau de la ville. Donc, ils n'ont pas à donner d'autorisation. Mais c'est sûr que si on change le nombre de logements, ça va toujours être sujet à la ville au niveau des autorisations et des permis. Parfait, ça répond. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, juste pour résumer, en fait, pour vous, courtiers, quand vous voyez qu'il y a une copropriété en individu, que vous ayez un acheteur ou un vendeur, si je comprends bien, Maître Barbe, la première source, le premier geste que vous devrez poser le courtier, vous, à titre de courtier, c'est d'aller, un instant, c'est d'aller vérifier la convention d'indivision en premier lieu. Et c'est de là que vous pourriez tirer les sources possiblement des questions, des vérifications et de rentrer en contact, bon, évidemment avec votre client vendeur ou si vous représentez l'acheteur, mais ensuite de se tourner vers le notaire instrumentant, accrédité, peu importe, pour faire les vérifications, même parfois accompagner le vendeur qui lui-même ne saisit peut-être pas toutes les nuances et les choses qui doivent être vérifiées avec le notaire avant de mettre en vente une propriété, par exemple. Parce que dans les offres typiques, on va retrouver comme de quoi que l'acheteur a un certain nombre de jours pour vérifier la convention d'indivision. Donc, normalement, une fois que c'est rendu au bureau du notaire, c'est que la convention elle était acceptée par l'acheteur. Mais lui, est-ce qu'il était obligé de savoir ce qu'étaient les critères de l'institution financière? Donc, on peut avoir certaines difficultés par rapport à ça ou au certificat de localisation. Peut être convenable pour une transaction standard, mais si ça ne respecte pas le critère du créancier, comme je le soulevais tout à l'heure, c'est la responsabilité de qui? De celui qui le vend, qui l'offrait en indivision, pour lequel il doit pouvoir donner la possibilité à son acheteur de le financer, ou la responsabilité de l'acheteur parce que c'est une demande de son créancier. Et juste un dernier point pour vous, courtiers, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, c'est justement cette note d'information et est-ce que c'est un promoteur constructeur? C'est facile quand c'est sur plan, quand on sait que c'est un promoteur ou que c'est un constructeur, mais quand c'est un flip, par exemple, la ligne est mince et à titre de courtier, vous ne le savez pas, comme le dit Maître Barbe, c'est passé sous le radar pour beaucoup. Et donc, les courtiers se retrouvent souvent pris de court quand c'est le notaire à quelques jours ou au mieux à quelques semaines de la transaction qui disent est-ce que la note d'information a été signée ou non, parce qu'il y a le délai de 10 jours qui est prévu dans le Code civil qui doit être respecté. Donc, ça peut retarder de fait la signature de l'acte de vente également pour pouvoir respecter ce délai de rigueur. Donc, c'est un élément qu'il faut aussi avoir. Donc, dès le début, vérifier que vous soyez courtier acheteur, courtier vendeur, vérifier dès le début que cette caractéristique-là a été traitée et réglée par le notaire. Laura, vous avez une question? Oui. Je voulais juste savoir si vous avez des modèles de renonciation au droit de préemption qu'on pourrait utiliser. J'ai pas de modèle en tant que tel, mais ça m'arrive par contre de donner des coups de main, puis de temps en temps en écrire un comme ça pour l'envoyer au courtier. Mais j'ai pas de modèle précis parce que ça dépend, ça va dépendre aussi de ce qui est écrit dans la convention d'indivision. Il va falloir qu'on module selon ce qui a été prévu. Est-ce que la renonciation doit aussi inclure la renonciation au droit de retrait ou ça va de soi si Non, c'est dépendamment de comment ça a été écrit dans la convention. Mais s'il a été prévu dans la convention qu'on enlevait le droit de préemption ou qu'on adoptait le droit de préemption, nécessairement, le droit de retrait n'est plus applicable. C'est si rien n'était prévu, un silence complet au niveau de la convention, ou ne vient pas enlever ces droits-là de préemption, peut-être par une mauvaise écriture, mais là, le droit de retrait pourrait s'appliquer, puis on pourrait vous demander d'avoir le document là, du copropriétaire. Merci beaucoup. Ben, écoutez, merci beaucoup, Maître Barbe, pour cette présentation et je suis certaine qu'il y a eu beaucoup d'informations qu'on ne connaissait pas en termes d'indivision. Et je vous remercie d'avoir participé, vous aussi, courtier.
à cette conférence et on va vous laisser aller. Puis la présentation PowerPoint de Maître Barbe vous sera transmise comme d'habitude dans les prochains jours pour vos dossiers personnels. Merci.